Bon. Bonsoir à tous. Merci de votre présence. Nous ouvrons le conseil municipal. Alors, exceptionnellement, nous sommes peu nombreux parce que, effectivement, comme vous le savez, donc les conditions sanitaires font que nous travaillons sous des règles qui ont été revues, et notamment la loi, des dispositions qui avaient été prises au printemps et qui permettaient d'aménager la tenue des conseils municipaux, qui ont été réactivées à l'occasion de cette nouvelle période de confinement. Et notamment la loi qui autorise l'aménagement de ces conseils municipaux a été publiée au JO dimanche, hier, le 15 novembre. Donc c'est grâce à aux dispositions qui ont été prises et qui prorogent l'état d'urgence, qui permettent donc que nous tenions notre réunion de conseil municipal avec des conditions de quorum et des conditions de procuration qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Le quorum est abaissé à 1/3 du conseil municipal. Donc là, nous sommes normalement une quinzaine. Donc le quorum est atteint. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nous sommes 14. Le quorum est à 11. Donc nous pouvons le tenir le conseil municipal. Et nous pouvons porter chacun 2 pouvoirs d'autres conseils municipaux. Donc je vais donner la liste des pouvoirs. Et normalement, chaque conseiller municipal absent a pu donner un pouvoir à l'un d'entre nous qui sommes présents. Voilà, je vous rappelle aussi en introduction que notre conseil municipal, comme les séances précédentes, sont retransmis en direct sur la chaîne YouTube de la ville, et que donc les personnes qui souhaitent suivre nos débats sont connectées ou peuvent se connecter et pourront en replay voir la séance. Je vais donner lecture des pouvoirs. Ils sont exceptionnellement nombreux compte tenu de la situation et compte tenu de ces dispositions exceptionnelles. Isabelle Bolger a donné pouvoir à Gwenaëlle Claire, Francine Bollet à Thibault Flynn, Odile Jacquin à Julien Gondard, Hélène Maggiori à Carole Guernalec, Philippe Dorin à Thibault Flynn, Philippe Jadot à Julien Gondard, Freddy Baudouin à Gwenaëlle Claire, Marco Schutz à Yann Vanderly, Caroline Philippe à Laurent Roussel, Monica Montoro à Daniel Raymond, Olivier Perrault à Gérald Rontex, Virginie Larue à Carole Guernalec, Fanny Malvezin à Antoine Ingold, Adélaïde Sassine à José Tenda, Marie-Églantine Noret à Judith Reynaud, Hélène Dupuis à Patrick Julien, Audrey Tamborini à Madame Nadia Imo-Malric et Cédric Thomas à Dominique Le Cerf. Voilà la longue lecture des pouvoirs. Nous avons un conseil municipal qui n'a pas un ordre du jour qui est plus allégé que d'habitude. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Le conseil municipal du mois de novembre est traditionnellement un conseil municipal moins dense que le conseil municipal de rentrée ou que le conseil municipal que nous allons avoir mi-décembre avant Noël. Vous avez eu la liste des décisions prises au titre de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités locales. Je ne sais pas si cette liste appelle des remarques ou des questions de votre part. C'est une liste qui est donnée pour information. Je dois désigner un secrétaire de séance et j'avais oublié de le faire. Est-ce que M. Le Cerf voulait être secrétaire de séance ? Très bien, donc vous serez secrétaire de séance. Nous avons à voter le procès-verbal de notre séance du 28 septembre 2020. Y a-t-il des remarques sur ce PV ou des questions ? Pas de remarques, pas de questions. Y a-t-il des contre ou des abstentions ? Il est adopté à l'unanimité. Et nous rentrons tout de suite dans l'ordre du jour, avec une première délibération qui est une délibération de forme pour créer des postes d'agents chargés du recensement. Et c'est Julien Gondard qui nous la présente. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues.
Une première délibération donc, pour créer des postes d'agents temporaires en charge du recensement et d'en fixer les conditions de rémunération et d'indemnité. Donc, il y a une nouvelle technique de recensement mise en place par l'INSEE pour les communes de 10 000 habitants et plus. C'est une enquête annuelle qui sera réalisée début janvier sur 6 semaines et qui permet d'aller chercher à peu près 8% des habitants de la commune. C'est une démarche importante parce qu'elle permet de fixer la population communale. Au 1er janvier dernier, la population communale était à 15 323 habitants. Et je le rappelle, ce sont des chiffres qui permettent donc d'établir le nombre de conseillers, d'établir le mode de scrutin, d'établir la dotation globale de fonctionnement, de nous soumettre à des règles d'adjudication des marchés publics et d'autres dispositifs légaux. C'est également un système qui permet d'avoir des données socio-démographiques pertinentes et également de créer des bases de sondage pour toutes les enquêtes qui sont réalisées auprès des ménages. Pour faire cette opération, il est nécessaire de recruter et de rémunérer des agents recenseurs. Donc il y a 2 dispositifs qui sont présentés ce soir. D'abord, permettre de créer une rémunération pour des agents recenseurs qui s'élèverait à 800 € net pour 2021. La base était de 780 € net pour l'année 2020. Donc nous aurions à reconduire ce système de rémunération pour les agents recenseurs qui relèvent de la responsabilité de la commune. Et puis il est nécessaire également, par nomination, que la ville procède à la désignation de 2 agents en charge de l'enquête de recensement. Donc ils seront recrutés au sein du personnel communal. Et pour ces 2 agents, une indemnité forfaitaire différente est prévue. On reproduit les mêmes conditions de rémunération que l'an dernier, à savoir 920 € d'indemnité forfaitaire brute par agent, qui seront chargés de remplir cette mission d'accompagnement du dispositif de recensement pour la commune. C'est ce qui vous est aujourd'hui donc proposé de voter, la création de 4 postes d'agents recenseurs et d'attribuer également l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour les agents de la ville qui seront en charge de la coordination de l'ensemble et de contrôler les travaux. Merci. Avez-vous des questions sur ce sujet? Monsieur Le Cerf. Oui, bonsoir à tous. J'ai 2 questions à poser. Déjà, je voulais savoir sur quelle base réglementaire repose l'indemnité forfaitaire de 920 € brut pour rémunérer les 2 agents municipaux. J'avais posé la question à la réunion cadre de vie, mais je n'ai pas eu de réponse précise. Oui, vous aviez posé la question. Il me semble qu'on vous a répondu par email, mais c'est en fait, il n'y a pas de base qui permette la détermination de ce critère. Néanmoins, on a quand même une base minimale qui est celle de respecter le taux du SMIC. Donc c'est un montant forfaitaire qui est décidé par la commune. Donc il n'y a pas de base réglementaire, si ce n'est ce que je viens de dire. Il ne peut pas être inférieur au SMIC horaire. Le montant est donc évalué sur la base de l'année précédente. On fait le choix de reconduire le calcul qui avait été fait l'an dernier pour cette base de rémunération. D'accord. Donc c'est la même base que l'année dernière. Et la deuxième question, en fait, ça concerne les missions de recensement. Je voulais savoir si, réglementairement, ces missions pourraient être données à des bénévoles de la réserve citoyenne. Oui, pour les agents recenseurs, oui, ça peut, il n'y a pas d'exclusion. Alors, si ce ne sera pas des activités bénévoles, du coup, puisque c'est des activités rémunérées. Oui. Maintenant, on prend en général des agents publics ou des personnes qui ont été agents publics, néanmoins, pour ce type de mission. D'accord. Si dans les Bélifontains solidaires, c'est-à-dire dans la réserve citoyenne, il y a des personnes qui correspondent à cela et qui sont candidats, mais je crois qu'en tout cas pour cette année, les candidats ont déjà été fléchés, puisqu'il y a des formations quand même qui sont liées à ça, donc on regardera pour l'année prochaine. Mais pourquoi pas, de toute façon. Ce n'est pas des fonctions qui sont par principe affectées à des gens et qu'on reconduit d'année en année. On n'a pas toujours beaucoup de bénévoles, parce que c'est des fonctions un peu... Voilà, ça prend du temps, beaucoup de temps. Et puis, effectivement, il faut avoir une formation adéquate. Merci. Voilà. Très bien, on passe aux voix. Y a-t-il des contre ou des abstentions?
C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors ensuite, vous savez qu'on a fait des travaux, et on est en train de faire des travaux en cours à l'école Saint-Méry, puisqu'on a démoli un préau très ancien qui était en plein milieu de la cour et qu'on est en train d'en installer et d'en créer un nouveau le long d'un des bâtiments de l'école. Et pour ça, donc, il faut ajuster le marché de travaux, notamment concernant un lot d'étanchéité. Et c'est Laurent Roussel qui présente le point suivant. Oui, bonsoir. Donc, en fait, il s'agit du préau de l'école Saint-Méry. Et donc, ça concerne, comme l'a dit Monsieur le maire, le support d'étanchéité. Et donc, le montant de l'avenant s'élève à 7 616,82 pour un montant initial qui était de 33 657,71. Voilà. Voilà, c'est un ajustement de marché public. Ça appelle sans doute pas de longs débats. Y a-t-il néanmoins des questions? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des contre ou des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Le troisième sujet, c'est une modification du tableau des effectifs du personnel communal. Et je laisse Julien Gondard nous expliquer le contenu de la délibération. Rapidement, comme on aura l'occasion de le faire à de nombreuses occasions, on remet à jour le tableau du personnel avec les créations de postes. Il s'agit de créer pour la filière administrative un poste d'apprenti et pour la filière d'animation de créer 2 postes d'adjoint d'animation à temps non complet au 635e. Donc il vous est demandé d'accepter, de valider cette modification du tableau des effectifs de la commune. Monsieur Le Cerf. Oui, je voulais savoir sur quel service administratif était posté ce poste d'apprenti. Quelle est sa durée de contrat? Et si ça va aboutir sur un poste pérenne par la suite. Oui. L'apprenti est au service communication. Elle fait actuellement des études à l'IUT, je crois, et elle vient renforcer le service communication sur tout ce qui est animation des réseaux sociaux. Donc elle va démarrer au sein du service communication. Elle a démarré sous un premier type de contrat, et puis là, elle va pouvoir passer en apprentissage. Ce qui est plutôt bien pour la commune d'assumer cette fonction aussi de recruter des apprentis et de contribuer à leur formation. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un jour, on ait une présentation au conseil municipal, parce que je pense que c'est intéressant pour tout le monde, de la politique de la ville vis-à-vis de l'apprentissage. C'est quelque chose que l'on essaye de développer à la mesure de la voilure de nos effectifs et de nos capacités, bien sûr, à accompagner les apprentis, parce qu'il ne s'agit pas de faire du chiffre et de pouvoir se gausser de dire on aurait X apprentis, regardez comme on joue bien la carte. Encore faut-il être capable de les accompagner, de les former, de voir un vrai projet tutoré. Mais néanmoins, là, on parle d'un apprenti au service communication, mais on a des apprentis dans les services techniques, d'ores et déjà, qui sont déjà dans la structure. On en envisage éventuellement d'autres en fonction des possibilités. Et donc, ce serait peut-être bien un jour qu'on prenne le temps, peut-être à l'occasion du budget ou du bilan social, qu'on prenne le temps de développer ce chapitre, parce que, en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'important que la collectivité joue son rôle, surtout en ce moment. Mais on ne le fait pas que cette année, mais ça a d'autant plus de sens cette année de jouer notre rôle d'accompagnement vers l'emploi pérenne et vers le marché du travail de jeunes qui sont en formation et qui ont parfois du mal à trouver des stages. En l'occurrence, la personne dont on parle, puisqu'en fait on a déjà fléché un apprenti sur le poste là, c'est quelqu'un qui a failli ne pas faire son année d'études parce qu'elle n'arrivait pas à trouver un stage, elle n'arrivait pas à trouver une structure, une entreprise ou une structure qui lui signe un apprentissage. Et elle était prête elle était dans l'obligation de renoncer à sa formation, à une année de formation, et de finalement pour elle d'avoir une année blanche quasiment, parce qu'elle ne trouvait pas. Donc ça prend d'autant plus de sens quand on peut aider des jeunes qui, en plus, après des semaines et des semaines de recherche, se trouvent dans cette situation-là. Voilà.
Pas d'autres remarques? Si, une Si, dernière monsieur le remarque. Je voulais profiter qu'on parle de ressources humaines pour vous rappeler que votre engagement concernant les tableaux des effectifs que vous nous avez promis déjà ultérieurement, et un organigramme détaillé. Ah, mais ça, on a dû vous le donner, puisqu'on avait dit qu'on vous l'avait envoyé, ça. Hein? Ouais. Oui. Bah, vous l'avez eu, notre organigramme, alors? Oui. Oui, mais vous avez un Avec nombre... Ça ne permet pas de... Voilà. Bah, vous avez le nombre d'équivalents temps plein par service, quand même. Oui. Vous voulez quoi? Si, ça, Si, vous l'avez, si, ça. ça, on l'a. Non, bah... Mais on n'a pas un organigramme détaillé, voilà. Parce qu'on voudrait, en tant que nouvel élu, savoir qui fait quoi. Les noms? Oui. Non, mais là, quand même, avec l'organigramme avec les ETP, vous avez exactement la nature et l'organisation de la mairie. Là, c'est ce qui est le plus précis, en fait, pour savoir quels sont les effectifs affectés, justement, à chacune des directions des services. Après, s'il vous faut un organigramme nominatif, on verra comment accélérer le sujet. Mais là, c'est la matrice la plus claire pour savoir comment est organisée la ville. Hein. Vous voulez un organigramme qui donne les noms de chaque personne? Ben oui, parce qu'en tant que nouvel élu, je suis incapable de savoir qui je dois contacter pour tel problème. C'est quand même compliqué, quand même. Enfin, ça me paraît tellement évident. Alors, normalement, comme nouvel élu, d'ailleurs. De toute façon, ce n'est pas un supermarché en libre-service, hein, les services de la mairie. Donc, si vous avez des questions particulières, vous passez par mon secrétariat ou le secrétariat du directeur général ou le directeur de cabinet ou les élus. Parce que, mais néanmoins, on va vous donner un organigramme. Alors peut-être pas avec tous les noms, mais au moins les noms des chefs de service, les noms des responsables des différents services. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Merci. Très bien, on va faire ça. Merci. Sur cette modification du tableau des effectifs, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? L'adoptons à l'unanimité. Merci beaucoup. Ensuite, je vais passer la parole à Yann van der Lee pour nous présenter la charte assiette durable qui est portée par l'association Éthique Océan. Yann. Merci, monsieur le maire, et bonsoir à tout le monde. Le projet assiette durable, c'est mené par l'association Éthique Océan, en partenariat avec la ville de Fontainebleau, avec le SMICTOM, la communauté d'agglo, et d'autres partenaires comme le réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais. L'objectif de cette association est de mobiliser les acteurs de la restauration commerciale et collective vers des pratiques plus dans le sens du vent, ce qui est le développement durable et la transition écologique, avec entre autres réduire les déchets, privilégier les circuits courts, voire du bio, recycler les déchets, etc. Donc plus concrètement, l'association de l'assiette durable propose aux restaurateurs d'adhérer à une charte qui les engage pour un certain nombre de valeurs écologiques et responsables, et ensuite les accompagner pour réussir ces engagements. Et en fait, c'est un grand nombre d'engagements. Ils peuvent choisir parmi une douzaine entre tous ces engagements pour pouvoir être certifiés par l'association. Donc, nous, Fontainebleau, au travers de SOGRS, qui gère le service public de restauration de notre commune, la ville de Fontainebleau propose de participer à cette initiative et donc de signer la charte et de s'engager à une douzaine de points qui sont listés dans le document que vous avez devant vous, que je ne veux pas répéter ici, mais qui correspondent par exemple à sensibiliser les clients et le personnel de ces restaurants à la réduction des déchets, s'approvisionner dans les circuits courts, etc., etc. Donc le coût d'opération pour la ville, 0 €. Donc en tant qu'adjoint et en charge de cette transition écologique, je soutiens cette initiative sans aucun réserve, et car elle va vraiment dans le sens de l'environnement. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le Bélifontain, et j'en suis assez convaincu, c'est aussi bon pour les restaurateurs. Donc je propose d'approuver cette participation à l'association Assiette Durable pour Fontainebleau, donc adhérer à la charte et aux engagements qui ont été sélectionnés. Merci Yann. Y a-t-il des questions? Oui. Alors naturellement, on est d'accord avec cette charte. Hein. Elle va dans le bon sens en termes de politique environnementale.
Mais est-ce qu'il y a des contrôles qui sont mis en place pour voir un petit peu le respect de cette charte? En effet, donc l'association propose un certain nombre de contrôles à la demande et à la fin de chaque année, pour garder cette certification. Il y a des contrôles très précis sur si l'entreprise, si la restauration s'est engagée sur, par exemple, plus d'efficacité énergétique, voilà, de le montrer avec les factures de l'énergie. S'ils ont effectué des travaux, transformation, passer du gaz à l'électricité pour émettre moins de CO2, etc., ils montrent ce qu'ils ont fait et que donc il y a un contrôle. C'est ce qu'il a été demandé et je crois que c'est aussi ce qui m'a convaincu, c'est le sérieux de cette association et ceux qui les dirigent qui m'ont convaincu qu'en fait que c'était une bonne opération pour nous. Parfait, merci. Merci beaucoup. Pas d'autres remarques? Bon, en plus, c'est un partenariat ancien, comme il est bien marqué dans la note. Donc, ce n'est pas une association qu'on ne connaîtrait pas et avec laquelle on démarrerait une aventure. C'est déjà une initiative que l'on accompagne de manière expérimentale depuis quelques années et qui fait son trou à Fontainebleau et de manière positive. Ok, y a-t-il des contre cette délibération ou les abstentions? On l'adopte à l'unanimité elle aussi. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler donc de stationnement avec la présentation par Thibaut Fline du rapport du délégataire de la politique de stationnement, c'est-à-dire Interparking, et avec la présentation des chiffres 2019. Je le dis pour les nouveaux élus, quand on est dans le cadre de délégation de service public, comme c'est le cas ici pour le stationnement, les opérateurs délégataires ont l'obligation de nous présenter un rapport chaque année que nous devons nous-mêmes discuter en conseil municipal et présenter en conseil municipal, ce qui est le cas donc pour le stationnement maintenant. Thibaut. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Alors je vais vous présenter donc le rapport de notre délégataire Interparking pour l'année 2019. On va évidemment pas traverser l'intégralité du document qui fait quand même 87 pages, mais je vais essayer de vous en souligner les principaux points. C'est assez important parce que ça reflète évidemment, la politique du stationnement reflète l'attractivité de notre commune. Donc en avant-propos, évidemment, il s'agit de l'année 2019, donc les conséquences de cette année très spéciale 2020 due à la crise de la Covid ne sont pas intégrées, donc il faut voir ce rapport comme une photographie ou un état des lieux au 1er janvier 2020. Donc pour un rappel du cadre dans lequel ça s'inscrit, c'est que la ville a délégué la gestion de son stationnement par l'intermédiaire d'une DSP donc à la société Interparking. On distingue deux types de stationnement. Donc il y a le stationnement dit en voirie, c'est-à-dire dans les rues, et dans les parkings en ouvrage, c'est-à-dire, pour faire simple, ce sont les parkings où il y a une barrière automatique à l'entrée, donc par exemple le parking Château, Place d'Armes ou les parkings souterrains. En tout, on parle de 3094 places de stationnement donc sur la ville de Fontainebleau, divisées en gros à 45-55 entre la voirie, 1400 places, et les parkings en ouvrage, plus de 1600 places. Donc bien sûr, ce stationnement génère des recettes qui sont affectées de la manière suivante, pour rester très simple, mais pour que chacun comprenne. Les recettes en voirie reviennent à la commune en échange d'une somme forfaitaire versée à Interparking, et les recettes des parkings en ouvrage vont à la société Interparking en échange du versement d'une redevance à la ville. Les grands chiffres à souligner pour cette année 2019, donc dans les trois thèmes, je vais d'abord faire un rapide retour sur les parkings en ouvrage, ensuite on verra la voirie et la partie contrôle du stationnement. Sur les parkings en ouvrage, donc, je rappelle, on est toujours sur l'année 2019 et on ne prend pas en compte cette année très spéciale 2020, c'est qu'en tout cas en 2019, la ville a été très attractive, en tout cas bien plus encore que lors de l'année 2018. Ça s'observe à travers une grande augmentation de la fréquentation des parkings. Sur les parkings en ouvrage, donc on est en augmentation de 5% sur une année, donc ce qui est quand même très important. 5% en journée, 4% la nuit en place gratuite, puisque je rappelle que les parkings Château et Place d'Armes, par exemple, sont gratuits de 19h à 9h du matin. Il y a une augmentation de 9% du nombre d'abonnés.
Donc on voit que sur cet aspect-là, les choses avancent également très bien. Et donc une augmentation des recettes globales des parkings. Et ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, ville de Fontainebleau, davantage, puisque ça veut dire une augmentation significative de la redevance qui est versée à la ville. Elle passe de 461 000 € à 552 000, c'est-à-dire une augmentation de 20%. Je précise bien évidemment qu'il n'y a pas eu d'augmentation tarifaire. Donc c'est une augmentation qui est due à l'augmentation de la fréquentation. S'agissant maintenant de la voirie, donc pour faire simple, mais pour encore une fois que chacun ait tous les éléments en tête, il y a 3 types de recettes en voirie. Il y a les recettes horaires, donc c'est quand vous payez dans votre parc-mètre, après vous êtes garé. Les recettes en forfait, c'est les demi-journées, journées, semaines ou 14 jours. Et enfin les abonnements résidents. Là, pareil, il y a des augmentations en 2019 par rapport à 2018 sur les 3 types de recettes, que ce soit en horaire, avec des augmentations de 21%, en forfait voirie de 15% et en résident de 18%. Là encore, parce qu'il faut le redire, il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs, donc c'est bien uniquement dû à une augmentation de la fréquentation. Donc les recettes totales qui sont en augmentation, recettes totales voirie, les 3 cumulées, de 20% entre 2018 et 2019. 2 petites choses à noter, l'engouement pour les 20 minutes gratuites qui avaient été mises en place il y a quelques années qui ne se dément pas. Il y a eu 3600 tickets de plus, 20 minutes gratuites délivrées pour un total de 139 731 tickets. Ça représente un effort financier de la commune, donc un manque à gagner, mais voilà, qui participe à l'attractivité de nos commerces, de 67 000 €. Et évidemment, il y a aussi un engouement pour Pay by Phone, qui est une solution qui permet de régler son stationnement à distance par l'intermédiaire d'une application, puisque les recettes liées à Pay by Phone passent de 40 000 à 74 000 €. Enfin, s'agissant de la surveillance du stationnement, donc pour ceux qui ne le savent pas, à la suite de la loi MAPTAM, donc il y a une réforme du stationnement payant, la ville avait confié donc la gestion du contrôle du stationnement toujours à cette société Interparking. Donc c'est en place depuis le 1er janvier 2018. Donc Interparking gère l'intégralité de la prestation. Ce n'est donc pas la police municipale qui contrôle le paiement du stationnement, mais bien des agents assermentés de la société Interparking. Le rappel de la règle, si le contrevenant n'a pas payé son stationnement, donc vous êtes redevable d'un ce qu'on appelle un forfait post-stationnement de 25 €, qui est minoré à 15 € en cas de paiement sous 4 jours. Donc ce montant, c'est quand même à souligner, ça fait de Fontainebleau une commune où le FPS c'est un montant bas, puisque la moyenne nationale, j'ai été vérifié, est entre 30 et 35 € et atteint même 50 voire 60 € dans certaines grandes communes. Le taux de respect du stationnement donc, a été constaté en 2019 est en nette augmentation de 64,20%. Concrètement, donc, sur 100 voitures stationnées, il y en a 64 qui ont réglé comme il faut leur stationnement. En juillet 2018, le taux était de 51%. Donc là aussi, il y a un grand progrès qui a été fait. Donc le nombre de contrôles correspond à cela. 15 000 et quelques forfaits post-stationnement ont été dressés, et avec un taux de recouvrement de 81%, ce qui est un taux très correct compte tenu des villes similaires. Donc en conclusion, ce rapport montre la dynamique très favorable dans laquelle la ville se trouve, même si évidemment et malheureusement cette dynamique risque d'être légèrement contrariée à cause de la crise de la Covid. Mais en tout cas, ça nous laisse l'espoir d'une reprise rapide de l'activité dès que la crise sanitaire sera terminée pour l'ensemble de notre activité économique. Et je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui souhaite prendre la parole? Bonsoir. J'ai 2 questions. La première concerne la convention d'occupation du parking Château avec l'école des mines et qui se termine bientôt. Va-t-elle être renouvelée pour prolonger l'occupation du terrain à des fins de parking? Si c'est le cas, cette prolongation n'était pas prévue dans le contrat avec Interparking, et selon quelles modalités financières cela sera-t-il réalisé? Alors, on va répondre à votre question, mais vous êtes hors sujet. Vous êtes hors sujet parce que là, on est vraiment sur le rapport du délégataire sur l'année 2019. Et là, vous nous parlez de l'année 2020, voire de l'année 2021. Donc je pourrais vous dire, vous êtes hors sujet, merci, au revoir. Question suivante. Mais je ne suis pas comme ça. Tiens, vous pouvez éteindre votre micro, ça ne vous dérange pas? Parce qu'en fait, voilà. Mais je ne suis pas comme ça, donc je vais vous répondre. On a des discussions en ce moment avec l'État et l'établissement de l'école des mines pour la prolongation, pour envisager la prolongation
de l'exploitation du parking château. Donc je vous en dirai plus le moment venu et lorsque les choses seront calées, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, puisque pour l'instant on discute. Voilà. Mais si vous avez des questions sur le rapport lui-même et sur l'année 2019, qui est quand même très positive et qui donne des chiffres très positifs, et quand c'est positif, il ne faut pas hésiter à dire que c'est vraiment très bien, parce que ça prouve qu'on est une ville attractive, qu'on est une ville qui attire. N'hésitez pas. Bien entendu. J'ai une seconde question. Non, sujet, c'est d'actualité. Vous aviez décidé la gratuité du stationnement lors du premier confinement. Et j'aimerais savoir, ça c'est des questions qui m'ont été posées par des Bellifontins. Pourquoi lors du deuxième confinement, vous n'avez pas réitéré la gratuité, s'il vous plaît ? Je pourrais toujours vous dire, vous êtes encore une fois hors sujet, puisque décidément, vous vous intéressez assez peu aux chiffres qu'on vient de vous donner. C'est dommage, parce que je remarque que quand il y a des choses positives, c'est pas ce qui est mis en valeur. Bon, c'est pas grave. En tous les cas, on n'a pas souhaité reconduire la gratuité du stationnement en centre-ville. D'abord parce que, contrairement au premier confinement, il y a beaucoup moins de gens qui, aujourd'hui, sont confinés, c'est-à-dire sont dans des situations où ils ne peuvent pas se rendre à leur travail, qu'il y a beaucoup d'allées et venues liées à la dépose des enfants, alors que les écoles avaient fermé dans la première période. Donc l'activité s'est beaucoup moins arrêtée cette fois-ci qu'au printemps. Et qu'à partir de là, il nous a semblé, qu'il n'était pas opportun de proposer une gratuité qui avait son sens quand tout le monde était cloîtré chez soi au printemps, qu'il a moins à partir du moment où on a quand même encore beaucoup d'allées et venues dans la ville, allées et venues bien sûr autorisées, mais liées à l'ouverture des établissements scolaires, comme je disais, et au fait qu'il y a moins de personnes aussi qui télétravaillent, puisqu'il y a moins d'établissements fermés. Voilà la raison. Est-ce que sur le rapport 2019, il y a des questions ? Monsieur Le Cerf. Oui, j'ai une question tout à fait dans le sujet. Ah, enfin. Vous serez content. Voilà, je l'ai posée en cadre de vie. C'est une remarque surtout, en fait. C'est le nombre de places handicapées proposées par les 5 parkings. 6 places parking Napoléon pour 248 places, 6 places parking Étape pour 277 places, 11 places pour le parking Marché pour 527 places, 2 places pour la place d'Armes pour 110 places, 14 places pour le parking Château pour 525 places. À chaque fois, ça fait 2% et ça respecte la réglementation. Mais je pense qu'il serait bien pour la ville qu'on fasse un peu mieux pour ces personnes à mobilité réduite. Je ne sais pas si tu réponds, mais comme vous l'avez dit vous-même dans votre question, on respecte la réglementation. Oui, après, on peut aller toujours au-delà de la réglementation. Il se trouve que sur ces parkings-là, on n'a pas de demande de places pour personnes handicapées supplémentaires. On a dans la ville parfois des demandes de places pour installer des places handicapées et aménager des places handicapées ici ou là dans certains quartiers ou dans certains endroits de la ville. Mais sur les stationnements, sur les parkings que vous évoquez, on n'a pas de demande qui nous pousserait à penser qu'il faut aller au-delà de la réglementation. Donc on se contente d'être bons élèves et de respecter la réglementation. Si effectivement il y a une demande supplémentaire qui émerge pour une raison X ou Y, il n'y a aucune raison qu'on ne la regarde pas positivement, mais pour l'instant, elle ne s'est pas exprimée. Oui, et pour compléter, là vous citez que les parkings en ouvrage interparking, mais il y a aussi sur la voirie de nombreuses places handicapées ou PMR, et on en installe régulièrement de nouvelles. Là, il y en a une en projet juste en face du château, par exemple, dans les semaines à venir. Donc voilà, au final, alors j'ai plus le chiffre précis en tête, mais de mémoire, il y en a quasiment 70 sur la voirie, donc le nombre est bien plus important en tout. Et je rappelle aussi évidemment que les personnes qui sont détentrices d'une carte peuvent aussi se garer quand elles n'ont pas besoin d'avoir, parce que les places sont plus grandes, évidemment les places PMR, mais elles peuvent aussi se garer sur une place standard et le stationnement est gratuit. Juste, excusez-moi, je reviens en arrière, mais pour compléter la réponse que je faisais à Madame Imo, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup plus de boutiques
qui, même si elles sont fermées, pratiquent le click and collect, c'est-à-dire finalement ont besoin que leurs clients puissent accéder pas loin de leur commerce pour venir chercher des produits qui ont été commandés et réservés par Internet, ce qui n'était pas le cas du premier confinement. Il faut savoir qu'après le premier confinement, nous avions décidé de proposer une gratuité pendant 3 semaines ou 4 semaines, je ne sais plus très bien, enfin jusqu'à début juin, une gratuité du stationnement dans le centre-ville de Fontainebleau, en se disant ça va permettre de dynamiser, de rendre plus attractive la venue des gens à Fontainebleau, et au moment où les boutiques réouvrent, après ce premier confinement, c'était après le 11 mai, ça va dynamiser un peu la fréquentation, booster la fréquentation. Et en fait, les commerçants eux-mêmes nous ont dit, c'est en fait finalement non. Ce dont on s'est aperçu, c'est que c'était des gens qui venaient travailler souvent à Fontainebleau, posaient leur voiture le matin, la reprenaient vers 18-19 heures, et donc finalement la rotation qui vient nourrir les commerces, c'est la rotation des voitures qui finalement fait qu'il y a de plus en plus, il y a du passage, il y a de la facilité de stationnement, les gens descendent, ils vont faire les 4 courses qu'ils veulent, ils repartent, voilà. Et il y a cette rotation-là, elle était vraiment dégradée. Je ne dis pas qu'elle n'existait plus, mais elle était vraiment dégradée. C'est les commerçants eux-mêmes qui ont dit maintenant stop au stationnement gratuit, parce que finalement le stationnement gratuit génère beaucoup de voitures ventouses, enfin voitures qui ne bougent pas, au détriment de voitures qui restent quelques heures, 1 heure, 2 heures, pour faire quelques achats. Donc à un moment où il y a beaucoup de boutiques aujourd'hui qui restent malgré tout, non pas ouvertes pour accueillir des clients, mais ouvertes pour donner des marchands, enfin donner des biens, des produits qui ont été préachetés, on avait besoin de garder la fluidité. Voilà, je reviens un peu en arrière, mais j'avais oublié dans les arguments qui poussent à ce qu'on n'ait pas fait de gratuité, j'avais oublié de signaler celui-là. Qui ne vous convainc pas? Oui, non mais, enfin chez moi, donc place d'Armes, j'ai accès direct sur la place d'Armes. Lors du premier confinement, il y avait 2-3 voitures en permanence. Et là, il y a pratiquement tous les jours le 3/4 du parking qui est rempli. J'ai pas entendu. Il y a quoi? Les 3/4 du parking, sont remplis, les places sont remplies. Oui. Ouais, donc bon. Eh bien, on dit la même chose. Il y avait pas plus on dit qu'il y a plus de gens qui aujourd'hui fréquentent Fontainebleau parce que ce deuxième confinement est moins strict que le premier et que s'il y avait la gratuité, on créerait évidemment un effet d'aubaine qui fait que c'est bon pour celui qui se stationne, mais c'est mauvais pour le commerçant qui a besoin de flux. Et notre centre-ville, il a besoin de flux. Voilà. Monsieur Le Cerf, encore une question ou une remarque? Oui, là je voulais parler de la note de présentation qui nous a été... Si vous voulez, regardez, n'hésitez pas à approcher votre micro, pas pour vous coller au micro, là, mais pour le mettre, voilà, c'est là, ça, qu'on vous entend mieux. Voilà, c'est ça. D'accord, excusez-moi. D'accord. Là, je voulais vous parler de la note de présentation, notamment les 2 grilles qui ont été de la page 2. La grille correspond en fait à l'augmentation... enfin, l'application de la loi Hamon, en fait, qui était favorable en principe pour les consommateurs. Mais en fait, cette loi en fait, a eu un effet inverse, d'ailleurs pas spécialement en Fontainebleau, sur toute la France, puisqu'il y a eu à peu près 8% d'augmentation qui a été générée lors de cette application. Et pour Fontainebleau, c'est pire encore, parce qu'en moyenne, la hausse des tarifs est de 18%, avec une hausse de 27%, par exemple, pour la durée de 30 minutes. Il suffit de prendre les 2 tableaux, de mettre sous Excel et de faire le rapport. Très bien. Je voulais juste vous parler aussi de la réunion cadre de vie. Il y a eu un paradoxe qui a été soulevé par Mme Carole, je crois, concernant le parking étape, qui est beaucoup moins cher que tous les autres, mais qui est moins occupé. Il faudrait qu'il y ait une information qui soit faite à ce... C'était une bonne remarque de sa part. Non, alors je ne sais plus qui, mais c'était... Non, mais oui, vous aviez soulevé le sujet en commission. Effectivement, il est un peu moins fréquenté. C'est aussi pour ça qu'il est moins cher, pour le rendre un peu plus attractif. Et voilà, je ne doute pas qu'avec les futurs travaux de la place de l'Étape, on saura le rendre bien plus occupé encore qu'il ne l'est aujourd'hui. D'accord. Et la dernière remarque, en fait, ça concerne le chapitre dépénalisation du stationnement. Vous notez les objectifs de la ville qui est d'inciter les automobilistes à régler leur stationnement et que la voirie soit principalement utilisée pour du stationnement de courte durée en centre-ville. Pour nous, ce n'est pas une volonté ambitieuse. On voudrait que
ça soit un objectif plus fort. On voudrait que ça puisse permettre d'améliorer l'efficacité de la politique de stationnement en amenant les citoyens à mieux respecter la réglementation, ça c'est fait avec Interparking, mais aussi à privilégier des moyens de transport collectif respectueux de l'environnement pour leur déplacement en ville. On voudrait que voilà, une grande partie de ces recettes reviennent à cette urgence climatique et que Fontainebleau se montre vertueuse dans ce domaine. Nous avons les mêmes ambitions. C'est ce que vous m'avez dit en cadre de, voilà, à la réunion. Je voulais aussi que ce soit confirmé ce soir. Très bien, on prend note de vos remarques. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on ne vote pas les rapports, on prend acte de les avoir, on prend acte de l'avoir discuté et d'avoir une présentation des chiffres. Donc tout le monde prend acte, il n'y a pas de contre. On n'a pas rêvé, on a bien débattu, c'est à l'unanimité. Oui, ben on a voté là, à l'unanimité. Parfait, merci. Alors ensuite, je vais donner la parole à Gwenaëlle Claire pour nous parler d'une convention pour l'organisation d'activités des intervenants extérieurs en éducation artistique et culturelle à l'école maternelle, dans les écoles maternelles ou élémentaires, pardon. Gwenaëlle. Bonsoir. Il s'agit en réalité d'un renouvellement de conventions que nous avons depuis plusieurs années, donc des conventions qui sont signées pour une durée d'1 an. Il s'agit donc de l'intervention de ce qu'on appelle une dumiste, donc c'est une musicienne diplômée qui intervient donc dans les écoles. Alors actuellement, elle intervient 10 heures hebdomadaires dans 5 écoles et on a fait le choix de la faire intervenir sur les écoles élémentaires. Et donc cette convention est signée entre la ville et la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne, donc pour permettre à cette jeune femme qui s'appelle Marie Canini d'intervenir auprès des enfants sur des projets à l'année, et elle a un contrat d'une durée hebdomadaire de 10 heures. On vous demande donc d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Très bien. C'est un très beau projet qui avait été lancé dans le mandat précédent et qui se poursuit. Et on en est très heureux. Vous avez des remarques ou des questions? Est-ce qu'on partage toujours cette dumiste avec Pertangatinais et Célie-en-Bière? Je ne sais pas du tout s'ils ont renouvelé. Ils avaient une intervention de 2 ou 3 heures entre Perth et Célie. Donc c'était la même personne, mais je ne sais pas si depuis le nouveau mandat, ça a été renouvelé. Oui, on mutualisait ça avec les deux villages voisins. Très bien. Bon. Alors, si, question. Là, je vais être d'accord. Pardon ? Je vais positiver. Non, c'est pour dire que je vais être d'accord et je vais positiver effectivement cette démarche. C'est une très bonne démarche et je félicite Fontainebleau de l'avoir engagée. Merci. Merci, Madame Immo. Je n'osais pas vous demander si vous étiez d'accord, mais je me doutais dans mon fort intérieur que vous le seriez, compte tenu de votre sensibilité à ces sujets. Alors, Judith Reynaud d'abord, et ensuite Julien Gondard. Oui, sur le même sujet, enfin sur un sujet, je peux parler? Oui. Je voulais juste dire en information, parce que je ne sais pas si certains le savent, le théâtre, bon, bien sûr, est fermé. Il y a quelques représentations qui ont été faites dans les écoles, notamment à La Cloche et bientôt à Saint-Honoré. Donc la compagnie se déplace dans l'école et fait le spectacle, bien sûr, classe par classe, il n'y a pas de mélange de classes. Voilà, et ça a reçu un très bon accueil des maîtresses. C'est juste pour votre information, pour ceux qui ne le savaient pas. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on va passer au vote. Y a-t-il des contre ou des abstentions? On l'adopte à l'unanimité. Merci. Alors, nouvelle présentation d'un rapport d'un délégataire de service public. Cette fois-ci, c'est celui qui gère le marché Saint-Louis, et c'est Julien Gondard qui nous présente son rapport. Merci, Monsieur le maire. Donc, un marché que nous connaissons tous, qui est géré par la Somarep, 3 marchés par semaine à Fontainebleau. La DSP a été signée pour 5 ans, 2017-2022, et tout comme le stationnement, nous avons à apprécier le rapport du délégataire.
Donc ce marché est encadré par un règlement. Il y a également une structure qui s'appelle la commission consultative du marché forain qui se réunit régulièrement pour traiter des questions relatives à la vie du marché, les admissions, les départs, la politique d'animation. Elle liste ce rapport, toutes les missions de la Somarep. Je ne vais pas en faire lecture, mais vous avez en première page de la note de présentation l'ensemble des missions qui sont confiées à la Somarep dans le cadre de l'exploitation et de la gestion du marché forain. On nous avait donné une information nationale, d'ailleurs c'est dans ce rapport, que globalement en France, il y a une baisse relative constatée des marchés forains, ce qui n'est pas le cas à Fontainebleau. Notre marché se tient bien et on peut s'en réjouir. Dans la note de présentation, vous avez également toute l'explication des tarifs d'accès au marché forain, que ce soit pour les abonnés, alimentaires, hors alimentaires ou pour les journaliers. On a constaté en 2019 des recettes de droits de place en baisse de 837 € par rapport à 2018. En 2019, le montant total des recettes perçues s'élève à 310 921 €. Les tarifs, en revanche, ont augmenté en 2019 de 2%. La redevance, donc, par voie de conséquence de la ville, a augmenté de 2%, passant en 2018 de 45 900 à 46 818 € perçus pour 2019. Vous avez également dans la note de présentation tout le matériel dont dispose la Somarep, je ne vais pas en faire lecture, et des petites informations concernant les commerçants. Notre marché est un marché qui dispose de 75 abonnés, 47 alimentaires et 28 non alimentaires. En 2018, ils étaient 77. En 2019, nous avons eu 5 démissions de commerçants. Et concernant les chiffres des volants, des journaliers, on a à peu près 11 volants le mardi, 19 le vendredi, 19 le dimanche. On peut lire également dans ce rapport qu'il y a une petite baisse en termes d'animation du marché forain. C'est surtout versus l'année 2018, qui était une année d'animation un peu renforcée avec la Coupe du Monde de football, qui a permis d'animer à plusieurs reprises le marché forain. Évidemment, on verra au niveau du rapport de l'année prochaine, on aura fort à apprécier malheureusement des baisses d'animation cette année, mais ça c'est le contexte sanitaire qui l'oblige. Il y a toutefois eu des recettes d'animation en hausse en 2019, puisque les montants demandés aux commerçants étaient plus importants pour pouvoir assumer notamment des publicités dans les quotidiens et supports locaux afin de faire la promotion de notre marché. Donc, pour synthèse, je rappelle juste les chiffres. 2018, 311 758 € de recettes. 2019, 317 065 €. Et au niveau de la redevance, une augmentation passant de 45 900 € à 46 818 €. Voilà, synthétiser le rapport de la Somarep pour l'exploitation du marché forain. Merci. Avez-vous des questions? Oui. Oui, alors par rapport à cette augmentation du budget animation, qui est de l'ordre de 30%, pouvez-vous nous donner des informations sur les animations qui sont mises en place par la Somarep? Parce qu'il y a un budget qui est... Oui, bien sûr, les animations. Les animations, c'est traditionnellement tout ce qui est animation thématique nationale. Ça permet donc, alors cette année on les a pas eu, mais ça encadrait les week-ends où il y avait type, je crois que c'était fête des mères ou animation de Noël. Voilà, la fête des mères, il y avait un dimanche. Noël, il y avait le mardi et le vendredi. Et le dimanche qui précédait Noël, qui avait fait l'objet d'animations particulières. Voilà, qui sont en général les animations type du marché qui sont proposées chaque année. Et encore une fois, en 2018 versus 2019, il y a eu plus d'animations qui étaient le fruit du partenariat, enfin en tout cas des animations qui étaient organisées dans le cadre de la Coupe du Monde de football. Ces animations type chaque année. Cette année, elles n'ont pas eu lieu forcément. Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques. On passe donc au vote. On prend acte qu'on a débattu du rapport du délégataire. Pas de contre, pas d'abstention. On l'adopte. Une délibération
dernière délibération sur l'ouverture dominicale des commerces de détail chaque année. En prévision de l'année suivante, on vote les jours pour lesquels nous autorisons l'ouverture dominicale de nos commerces. C'est un peu paradoxal de voter aujourd'hui l'ouverture de commerces fermés, mais enfin, il faut le faire. On essaie d'anticiper, on essaie d'anticiper avec optimisme le fait d'avoir une année 2021 qui nous permettra de le faire. Donc c'est évidemment une décision soumise au conseil municipal pour la fameuse liste des journées autorisées le dimanche, 12 dimanches par an. Il y a donc la liste, énumérer les journées proposées. Ça a été choisi en concertation avec l'Union des commerçants, parce qu'on n'a pas vocation à choisir nous-mêmes tout seuls ces dates-là. Donc c'est en concertation avec l'UCAIF que vous sont proposées les dates que vous avez dans votre note. Alors évidemment, tout ceci sera soumis au contexte sanitaire de l'année prochaine pour permettre ou pas des ouvertures concernant l'alimentaire et le non-alimentaire. C'est assez formel et ça tombera chaque année. Je dis ça pour les élus, les nouveaux élus. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas de remarques. On va voter des contre, des abstentions. On l'adopte à l'unanimité. Merci. Eh bien, on a adopté tous les points là, à l'unanimité aujourd'hui. Il n'y a pas de questions orales, donc il me reste à vous remercier de votre présence et à clore ce conseil municipal un peu particulier compte tenu du petit nombre que nous sommes. Mais voilà, nous faisons vivre la démocratie malgré les temps difficiles. Merci à vous tous en tous les cas de votre participation. Bonne soirée.